Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici ce soir et un grand merci à Paul Rony d'avoir accepté cette invitation. Pour cette première collégiale, on a voulu choisir un thème qui touchait beaucoup de personnes et qui est le numérique qui est très présent dans nos vies et qui l'a été encore plus ces 2 dernières années. Et ce soir, on va, avec Paul, décortiquer le numérique sous un angle historique et un angle pratique, puisque Paul y est confronté au quotidien en étant fondateur de sa boîte Cosmic. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main à la fin d'une partie du plan pour vos interrogations, et sinon, il y aura un temps dédié à la fin pour les questions. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anne, qui souhaiterait faire part de son expérience avec Paul. Alors, je ne vais pas vous parler de ma vie privée, bien évidemment. Bon, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste vous dire qu'on était hyper heureux d'accueillir Paul et que sa présence ici est le fruit d'une merveilleuse coïncidence. Donc, moi, Paul, je t'ai rencontré il y a quoi maintenant, 1 an et demi, ouais. Grâce à un des piliers pédagogiques de la filière espace qui s'appelle Sophie Rouet-Lambert, sociologue et urbaniste, et qui nous a présenté, parce qu'on cherchait un outil de conception, de représentation, de communication pour la chère plasticité des lieux de vie. Et vous allez voir, Paul est un être tout à fait plastique. Donc on a commencé comme souvent en numérique par l'outil, par le moyen. Et puis moi je l'ai trouvé tellement passionnant, et Dieu sait si je ne suis pas, une virtueuse du numérique. Nous on est plutôt bien ancrés dans le réel, dans la maquette et dans le matériel. Et j'ai trouvé la façon dont Paul expliquait son métier et même les outils qu'il avait conçus, parce que c'est aussi un entrepreneur, d'une simplicité biblique, et pour moi ça, il n'y a que les grands qui sont capables de rendre simples des sujets complexes. Et on s'est retrouvés, et il nous a fait l'honneur de participer à ce qu'on a appelé le séminaire 0, qui est celui qui a servi à générer 5 axes de recherche, et notamment un qu'on a appelé cité, cybercité, organicité. Voilà, je vous laisse apprécier les tensions entre ces 3 termes. Et là, Paul est venu nous parler de ce qu'il connaît extrêmement bien, qui est l'histoire de l'informatique. Et moi, ma vision du numérique a complètement changé, je te le dis vraiment, j'ai eu une révélation, parce que j'ai compris que ce n'était pas une dimension scientifique rapportée, mais que le numérique, il faisait aussi partie d'une progression, d'une évolution de l'intelligence humaine. D'après ce que j'en ai compris, après tu mettras une note, mais en tout cas cette intelligence, elle a été observée, intelligence, système cognitif, etc., pour être reproduite, pour être améliorée, pour être anticipée, pour pallier parfois certaines choses. Et donc toute l'histoire du numérique, elle raconte l'intelligence humaine, jusqu'à ce que peut-être elle soit surhumaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça permet de mieux comprendre les êtres humains, en tout cas tel que le raconte Paul. Voilà, donc c'est le premier humaniste numérique que j'ai rencontré, donc je trouve que vous avez vraiment beaucoup de chance de pouvoir l'écouter ce soir. Très bonne conférence, Paul. Merci beaucoup à Paola déjà d'avoir pensé à m'inviter, et à Anne pour cette élogieuse présentation. Je vais essayer d'être au niveau. Pour vous dire très rapidement un petit mot sur mon parcours avant d'entamer la conférence. Moi, j'ai toujours fait de l'histoire de l'informatique. J'étais à la base, je faisais partie d'une association de préservation du patrimoine numérique qui cherche à ouvrir un musée de l'informatique et notamment des cultures numériques en France, puisque la France est un très grand pays du numérique. On rigole souvent sur notre patrimoine numérique, mais on a quand même fait de très très belles choses, et on nous doit beaucoup, et on exporte beaucoup notre talent. Ça n'a pas encore pu se faire parce que les budgets du ministère de la Culture sont ce qu'ils sont, et c'est difficile, mais ça m'a donné cette passion pour notamment tout ce qui est ce qu'on appelait avant les HMI, les Human Machine Interactions, qu'on a ensuite coupé entre plusieurs champs de recherche, le design d'interface, UI design, tout ce qui est user experience, et maintenant même customer experience, animation design, toutes ces disciplines qui avant en étaient une, qui étaient vraiment
une très très grande discipline qui a hébergé de très grands cerveaux et qui n'étaient pas des informaticiens ou des designers nécessairement, mais souvent des gens qui avaient un problème et qui essayaient de trouver le meilleur moyen de le résoudre. Et il se trouve que l'ordinateur était ce moyen-là. Après ça, j'ai eu la chance de faire des études de philosophie, où je me suis concentré sur justement la manière dont on conceptualisait des systèmes de pensée, et notamment j'ai étudié la phénoménologie, qui est une très belle philosophie qui là encore doit beaucoup aux Français et à l'Europe plus généralement. Et après ça, j'ai fait de la vidéo et finalement j'ai monté mon entreprise qui s'appelle donc Cosmic, qui édite un logiciel du même nom. Cosmic est un logiciel que je vous présenterai très rapidement à la toute fin et qui justement essaye de remettre en question les métaphores qu'aujourd'hui on prend pour, normal, comme la métaphore du bureau sur un Mac ou un PC, ou le fait d'ouvrir une application pour faire quelque chose sur un téléphone, une tablette ou ces objets plus modernes. Tout ça a été dessiné, choisi et pourrait complètement être fait d'une autre manière, comme on va le voir. Donc cette conférence que je vais vous présenter, que j'ai intitulée « Des métaphores au métaverse », se concentre sur l'histoire de l'informatique, globalement de 1945 à nos jours, avec vraiment l'idée de vous présenter la manière dont on a choisi ces métaphores, où elles en sont aujourd'hui, et les choix que nous, aujourd'hui, en tant qu'utilisateurs, nous allons avoir à faire au fur et à mesure qu'on évolue. Donc voilà, sans plus attendre, je vais commencer. Donc, je vais commencer tout de suite avec quelque chose de très joyeux et de circonstance, parce que l'informatique est née à une époque où le monde allait tout aussi bien qu'aujourd'hui. Dans le creuset des années 40, entre 1940 et 1950, c'est la naissance des premiers ordinateurs, c'est la naissance des premiers supercalculateurs. C'est le moment où on s'aperçoit que l'humanité va avoir besoin de modéliser des choses très complexes très rapidement pour aller dans l'espace ou pour modéliser des explosions atomiques. Et dans les scientifiques qui travaillent sur le fameux projet Manhattan, il y en a un qui est à l'époque le conseiller scientifique spécial du président Roosevelt, qui s'appelle Vannevar Bush, qui va écrire un article qui s'appelle As We May Think en 1945, en juillet. Il va être publié une semaine ou deux avant l'explosion de la première bombe atomique sur Hiroshima et celle de Nagasaki. Et Vannevar Bush, c'est quelqu'un qui est frappé en fait par le fait que les hommes ont maintenant en leur possession les moyens de leur propre destruction. Et il se dit, il faut absolument inventer une machine ou un système qui nous permette de repartir d'un corpus de données, qu'on ne reparte pas de zéro si un jour on décide de s'éradiquer les uns les autres. Et il va proposer dans cet article de juillet 1945 cette machine qui s'appelle le MEMEX, pour Memory Expander, qui est un bureau dans lequel on peut stocker des microfilms qu'on va pouvoir afficher sur un écran pendant qu'on prend des notes sur un autre écran et créer, et c'est là la base de toute l'histoire de l'informatique, des liens entre les documents qui sont affichés, les références, etc. L'idée de Vannevar Bush, c'est de créer ce qu'on appelle des traces, des trails, comme il le dit dans l'article, qu'on pourra partager ensuite avec d'autres chercheurs pour constituer des corpus très divers, transdisciplinaires. Vannevar Bush est traumatisé aussi quand il découvre les travaux de Mendelssohn, qui est un biologiste allemand, dont on a oublié pendant 30 ans les travaux parce qu'on n'était pas en mesure de les cataloguer. Donc il a deux peurs. La première, c'est qu'on perde l'accès au savoir parce qu'on se ferait du mal. Et l'autre, c'est que la quantité de données constituées et créées par l'humanité au jour le jour deviennent tellement énormes qu'elles ne puissent plus être exploitées et indexées. Vannevar Bush, avec cet appareil, va lancer une énorme tendance, et il va lancer énormément de chercheurs dans son sillage, notamment un qui s'appelle Douglas Engelbart, que en général vous connaissez, qui va travailler sur un système que vous connaissez en général moins, qui s'appelle le Online System, le NLS, qui est le premier système doté d'une interface graphique, doté de liens hypertextes, doté d'une base de données, doté d'édition collaborative, d'emails et même de visioconférences. Et le problème de ce système, c'est que comme il est manipulé par une souris, en général, on se rappelle de Douglas Engelbart en disant « Ah, c'est l'inventeur de la souris ». Ce qui est très dur pour lui et pour les gens qui l'ont connu, parce qu'il a fait bien plus que ça. Entre-temps, il y a eu un chercheur dont je dois vous parler qui s'appelle Joseph Karl Robert Licklider, qui est un psychoacousticien. Tout comme Vannevar Bush, il comprend qu'on va avoir besoin de machines pour faire évoluer, progresser le savoir humain. En 1950, il commence à envisager le fait qu'on puisse modéliser l'oreille interne. Donc vraiment des parties du corps humain qu'on ne savait pas encore dessiner ou représenter. Pour ce faire, il doit prendre des mesures, il doit faire des tests, et à un moment, il se dit, moi, ma spécificité en tant que scientifique, mon pouvoir, c'est d'analyser des données et d'essayer de sortir un raisonnement et des hypothèses intelligentes qui vont faire avancer la recherche et faire progresser l'humanité. Et donc, à un moment, il va décider de prendre des notes et de voir où est-ce qu'il passe son temps, dans un petit carnet. Et il va consigner comme ça son temps dans ce petit carnet pendant, je crois, quelques mois. Et il va s'apercevoir que 90% de son temps est passé à des tâches qu'il pourrait automatiser si une machine le lui permettait. Le travail d'interprétation qu'il fait sur les données qu'il trouve dans ses expériences représente 1/10 de son temps de travail. Et donc, il considère que lui, en tant que scientifique, n'est pas efficace et qu'on peut faire quelque chose de mieux. Et donc, il va changer de champ scientifique et devenir informaticien et faire partie de cette première génération de chercheurs.
Tout ça va aboutir à l'écriture de deux textes que vous connaissez peut-être et que je vous encourage à lire si vous avez le temps. Le premier qui s'appelle Man-Computer Symbiosis, sur justement la relation homme-machine et la relation qui pourra et devra exister entre les machines. L'autre qui va s'appeler Memorandum for an Intergalactic Computer Network, écrit en 1960 à peu près, et qui détaille ce qui deviendra le plan du réseau ARPANET, qui deviendra Internet, qui accueille aujourd'hui le web. Tous les concepts que vous avez devant vous aujourd'hui, que vous manipulez sur un ordinateur ou une tablette, trouvent tous leur origine entre 1955 et 1970, quasiment. C'est à la fois très beau parce que ça veut dire qu'ils étaient très forts, mais c'est aussi très triste parce que ça veut dire qu'on a figé l'industrie sur des choses qu'on est aujourd'hui tout à fait capable de dépasser. Et je vous montre un exemple très rapidement. Donc ça, c'est Sketchpad, logiciel de dessin créé dans les années 60. Alors normalement, la vidéo peut se lancer. J'espère en tout cas. Alors attendez, on va faire plus simple. Bon, ce que je voulais vous montrer, vous le verrez très bien à plat. Mais en gros, Sketchpad, c'est le premier logiciel à fonctionner avec un écran, un stylo optique qui permet de dessiner. Ça vous semble très simple et bête, mais on est en 1962 au MIT. L'ordinateur qui permet de faire ça fait un bon tiers de la taille de cette salle. C'est un ordinateur qui a été créé spécifiquement pour ça. Et en fait, c'est la première fois que des chercheurs commencent à réfléchir à ce qu'on appelle aujourd'hui les Digital Humanities. C'est-à-dire la manière dont des gens comme vous et moi, des gens qui ne sont pas mathématiciens, physiciens ou dans des domaines scientifiques durs, peuvent bénéficier aussi de l'informatique pour simuler des choses ou les créer à plus grande échelle. L'idée avec l'ordinateur, c'est toujours de faire ça. C'est de calculer plus vite, c'est de représenter plus grand, c'est de remplacer les maquettes, c'est de vous permettre de faire des plans plus précis, c'est de travailler à plusieurs échelles plus rapidement. Et donc, Sketchpad, c'est quand même un logiciel exceptionnel, puisqu'en 1962, on peut donc dessiner sur un écran qui simule une feuille de papier de la taille d'un terrain de football américain, des plans avec des traits qui sont capables de se redresser tout seuls, qui peuvent être courbes, qui peuvent être droits. Donc ce que vous voyez par exemple ici, c'est la démonstration pas à pas de comment est-ce qu'on peut dessiner une vis ou un rivet dans Sketchpad. Et Sketchpad permet aussi de zoomer, de dézoomer, et à ce moment-là, plusieurs chercheurs se disent « mais il est possible en fait de réfléchir sur un plan intégralement spatial ». Et ça, c'est vraiment la notion que j'espère vous garderez à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique, quand vous utilisez un ordinateur, quand vous utilisez un iPad, n'importe quel appareil, cette spatialisation de l'information qui est la manière dont nous réfléchissons le mieux et dont nous remémorons le mieux l'information en tant qu'être humain, n'existe absolument pas. Quand vous cherchez vos clés ou quand quelqu'un vous demande où sont vos clés, vous dites elles sont dans la petite assiette à côté de la porte de l'entrée. Quand vous cherchez un document dans Dropbox, dans iCloud, n'importe où, vous allez descendre à un niveau avec un dossier, un deuxième dossier, et ainsi de suite, et vous allez comme ça continuer à chercher dans cette hiérarchie qui n'est pas un modèle mental qui est adapté à vous. Ce modèle mental, dont je vais vous parler juste après, est un modèle mental hérité en fait de travaux de recherche au Xerox PARC pour faire en sorte que les gens qui allaient se confronter à l'informatique pour la première fois retrouvent des choses qu'ils connaissent dans le monde réel, comme les dossiers, comme les fichiers. Sauf que quand on prend une pochette en papier et qu'on en fait un élément digital, on perd tout ce qu'on appelle les visual cues ou les physical cues, c'est-à-dire que vous mettez des documents dans une pochette, elle va grossir jusqu'au moment où il faut prendre une autre pochette. Il ne se passe pas du tout la même chose dans le monde digital, puisque un dossier c'est une icône, et si vous voulez mettre 1000, 2000, 3000, 6000 fichiers dedans, rien ne vous en empêche. Donc tous ces travaux vont aboutir à l'écriture d'un corpus de recherche assez fascinant qui s'appelle Augmenting Human Intellect, a Conceptual Framework, écrit par Douglas Engelbart et ses équipes. Notamment une personne qui s'appelle Robert Taylor, qui est morte il y a quelques années, à qui on doit notamment, on s'en rappelle souvent pour ça, le copier-coller. Et dans Augmenting Human Intellect, Douglas Engelbart dit « Nous sommes à l'aube d'une révolution civilisationnelle qui est de l'ordre de l'invention de l'écriture ». Et dès le début des années 60, il imagine des systèmes avec lesquels il serait possible de mettre en relation l'intégralité de la planète, de faire en sorte que les gens réfléchissent les uns avec les autres, etc., etc. Donc là, je vous ai mis la couverture de Augmenting Human Intellect. Vous pouvez le trouver sur Internet en PDF et le télécharger. Ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que dans ce texte, vous allez trouver absolument l'intégralité du monde numérique que vous connaissez aujourd'hui. Douglas Engelbart parle de collaboration sur des documents textuels. Douglas Engelbart parle de bases de données, il parle de liens hypertextes. Globalement, on doit à Douglas Engelbart et toutes ses équipes l'invention des hyperliens, des traitements de texte modernes, des logiciels de dessin, de la visioconférence, des mails, de tous les systèmes actuels qu'on utilise au jour le jour. Et il va travailler en secret de 1963 à 1968 jusqu'à pouvoir faire la démonstration, qui est ici à gauche, de toutes ces inventions.
Et donc là encore, c'est une vidéo, je pense qu'elle ne va pas se lancer, mais je vous invite à aller sur YouTube et à taper The Mother of All Demos, qui est le nom de cette vidéo, qui est une vidéo d'1h15. Vous pouvez juste zapper au travers de la timeline. Et en fait, vous allez voir Douglas Engelbart vous faire la démonstration de l'équivalent d'un Google Doc, d'un diagramme, de l'écriture d'une liste de courses avec quelqu'un, de la visioconférence entre plusieurs universités américaines, de l'envoi d'un message. Globalement, vous allez voir de manière prototypale et embryonnaire tout ce que vous avez devant vous aujourd'hui. Et à partir du moment où Douglas Engelbart fait cette démonstration, l'industrie se scinde en plusieurs directions. Il y a ceux qui pensent que l'ordinateur est quelque chose qui va être une espèce de bien public avec ce qu'on appelle les time sharing systems, c'est-à-dire que l'État, les collectivités ou une entreprise mettra à disposition d'un groupe d'individus un ordinateur partagé entre 10, 15 ou 20 personnes. Il y a ceux qui pensent, comme ce sera le cas de Robert Taylor, que l'informatique doit bénéficier de la vitesse qu'on associe souvent avec le domaine privé et qui quitteront justement les rangs de l'ARPA ou de l'IPTO, qui étaient les agences gouvernementales sur lesquelles on travaillait sur tout ça. Et il y a une troisième dimension représentée par quelqu'un qui apparaîtra plus tard, qui s'appelle Lee Felsenstein, qui lui pense carrément que l'ordinateur est l'incarnation du rêve, un petit peu de l'anarchie politique dans sa dimension la plus belle, c'est-à-dire que l'individu peut s'autogérer, s'organiser en communauté, et que grâce à l'ordinateur, on pourrait quasiment assister à la disparition de l'État, puisque les gens seraient capables de s'organiser en groupe de 10, 20 000. C'est important que vous connaissiez ça parce que c'est exactement l'idée qu'on retrouve aujourd'hui dans tout ce qu'on appelle le Web 3, c'est-à-dire cette nouvelle tendance, ces nouveaux réseaux qui sont en train de se monter, qui sont basés sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur les NFT. C'est cette idée qu'en fait, le fait de centraliser les instances de pouvoir, que ce soit des serveurs qui distribuent des fichiers ou des choses comme ça, c'est nocif et qu'il faut absolument permettre aux gens de distribuer l'information, de distribuer le pouvoir, de distribuer l'argent, de distribuer les décisions et qu'il faut travailler par consensus. Ouais. Comment s'appelle le précurseur de cette branche-là? Celui qui a pensé ça, c'est Lee, L-E-E, Felsenstein, F-E-L, Felsen, S-E-N et Stein. Voilà. C'était le fils de deux immigrants, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient des militants communistes. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va faire une expérience et il va faire installer des terminaux dans une université américaine et il va s'apercevoir que malheureusement, si on met des appareils qui coûtent très cher en libre service un peu partout, certaines personnes ont tendance à essayer de les voler ou de les abîmer ou à s'amuser un petit peu avec. Mais donc 1968, c'est l'année charnière où un petit peu tout bascule et tout commence à être créé. Et la démonstration de Douglas Engelbart est tellement forte et tellement puissante que Xerox, qui est à l'époque une des plus grandes corporations américaines avec IBM, va décider de lancer un centre de recherche dédié intégralement au futur du travail. Ce centre de recherche, en général, vous connaissez son nom, c'est le PARC, pour Palo Alto Research Center. Et c'est le premier exemple d'une compagnie privée qui décide sciemment de mettre à l'opposé de son siège social un centre de recherche qui a globalement crédit illimité pour inventer le futur, et on regarde juste ce qui se passe et ce qu'il en sort. Dans ce centre de recherche, on va retrouver des chercheurs comme Adele Goldberg, comme Alan Kay, comme Bob Taylor, qui vont inventer des choses qui sont, encore une fois, à la base de tout. Et donc, en 1972, va naître du cerveau d'Alan Kay un article qui s'appelle « A Computer for Children of All Ages ». Alan Kay, c'est quelqu'un qui pense que l'informatique peut être distribuée pour tout le monde et qu'elle peut rendre service à n'importe quel être humain. Mais il pense aussi qu'elle est très complexe. Et son idée, c'est qu'il faut d'abord dessiner un ordinateur pour les enfants. En fait, il va être complètement fasciné par la rencontre qu'il fait avec Seymour Papert, qui est un grand théoricien de la pédagogie. Et il va imaginer un ordinateur qui pourrait être distribué à tous les enfants du monde. Il écrit cet article en 1972, et il dessine un appareil que vous voyez ici, qui est le Dynabook. Alors le Dynabook, c'est un appareil qui va marquer son époque et qui va marquer le monde de l'informatique jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est une tablette avec un écran de 10 pouces, exactement comme un iPad, avec un écran tactile, avec une connexion réseau sensible, avec un stockage sur des petites bandes magnétiques, avec un stylet, et avec juste quelque chose en plus qui est un clavier. Cet appareil, il va en faire un mock-up, et il va le montrer à Xerox. Et en fait, les chercheurs du parc vont être tellement saisis par cette image qu'ils vont travailler à construire des versions intermédiaires. Il est impossible en 1972 d'avoir un écran à cristaux liquides, d'avoir du Wi-Fi, d'avoir de la mémoire vive en quantité suffisante, des processeurs qui tiennent sur des batteries ou même des piles. C'est impossible. Et donc, Xerox va travailler à l'élaboration de cette machine que vous voyez à droite, qui s'appelle l'Alto. Et l'Alto, c'est le premier ordinateur équipé de la métaphore du bureau, donc de la représentation des fichiers sous forme de petits documents et d'icônes. Et la représentation sous forme d'icônes, c'est quelque chose qui va nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Et l'Alto va être un ordinateur tellement simple à utiliser, il est équipé d'un langage qui s'appelle Smalltalk,
que Alan Kay va dire la seule manière de savoir si on a réussi notre coup, c'est de le mettre dans toutes les écoles du pays et de voir ce que les gens font avec. Et donc il va réussir à négocier avec l'État de Californie que l'alto soit disposé dans quelques écoles. Et il va dire aux enfants, faites quelque chose, faites des programmes. Et en fait, je vais vous en parler très rapidement, mais à l'époque de Smalltalk, qui est le système d'exploitation de l'alto, la différence qu'on fait aujourd'hui entre une application, un fichier, du code ou des choses comme ça n'existe pas. Smalltalk, c'est un environnement, c'est-à-dire qu'on démarre dans cet environnement qui représente un bureau. Mais par exemple, dans le Smalltalk, il y a quelque chose de très étonnant qui a complètement disparu. Vous surlignez du texte et il y a un bouton qui apparaît qui s'appelle Do It. Et ce bouton Do It, qui disparaîtra à peu près 10 ans après, permet d'exécuter n'importe quelle portion de code, où qu'elle soit. Donc par exemple, vous avez un ami qui a décidé qu'il avait créé une super brosse pour faire du dessin dans un logiciel de dessin. Il vous envoie le code, vous le surlignez, vous faites Do It, et là vous avez l'icône et vous pouvez l'accrocher à votre logiciel de dessin, et tout est compatible. C'est très compliqué de se le représenter mentalement, tellement c'est loin de ce qu'on fait. Mais rien n'empêche, par exemple aussi, il y a une démo que vous allez voir juste après, d'avoir des physiciens qui s'envoient des petits bouts de code ou des modèles de molécules, et pareil, on surligne, on fait Do It, et ça le joue, et rien n'empêche après de copier la molécule et de la coller dans un document texte. Pour vous donner une idée de la profondeur de ce qui va être fait au parc, Smalltalk deviendra Objective-C puis Swift, qui est toujours le langage utilisé aujourd'hui pour faire des applications pour iPad, pour Mac et pour iPhone. Il va démarrer à lui tout seul ce qu'on appelle le phénomène de la programmation orientée objet. Bravo, qui est le traitement de texte qui va être inventé au parc, va devenir Word chez Microsoft. Et SuperPaint, qui est créé par Alvy Ray Smith, deviendra Paint, là aussi chez Microsoft, et sera à la base de ses travaux de recherche sur les images de synthèse, avant qu'il devienne le co-créateur d'une compagnie qui s'appelle Pixar. Tous ces gens-là ont travaillé ensemble au même endroit pendant 10 ans, sur les mêmes projets. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à reproduire, sauf pendant peut-être 2 ans dans une autre startup qui malheureusement a disparu, dont je vais vous parler. Mais c'est quelque chose... Il y a des historiens qui pensent que c'est même impossible que ça arrive à nouveau, que c'est du niveau de la romantique. C'est-à-dire que c'est impossible qu'on mette autant d'esprits brillants ensemble à un endroit et qu'ils fassent toutes ces choses. Et alors, le problème, c'est que chez Xerox, il y a quand même un moment où ils sont venus voir ce qui se passait au parc et ils ont dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et Adèle Goldberg et Alan Kay ont dit on a inventé le bureau du futur et il n'y a plus besoin de papier. Et là, Xerox a dit ah ben ça ne nous arrange pas du tout parce que leur business c'est de vendre des photocopieuses, de vendre du papier. Aux États-Unis, quand on photocopie quelque chose, en général, les gens disent could you Xerox it for me, tellement c'est rentré dans le langage commun qu'en fait une photocopie c'est une xérographie. Et donc Xerox dit ah non, ça c'est pas possible, il faut pas faire ça. Et donc Alan Kay, Adèle Goldberg et d'autres vont travailler un petit peu à cette adaptation du monde du futur. Je fais un peu des gros raccourcis historiques, mais c'est parce qu'il faut que ça tienne en une demi-heure. Donc globalement, ils vont réfléchir à comment est-ce que l'ordinateur peut rentrer dans les bureaux et devenir quelque chose de familier. Et donc ils vont inventer ceci, c'est-à-dire les icônes qui ont été créées au parc. Et donc là, vous reconnaissez en bas à gauche un dossier, en haut à gauche un fichier. Et là, il y a des icônes que vous ne reconnaissez pas et qui sont assez puissantes au parc. C'est une icône, par exemple, de tous les gens qui sont actuellement en réseau et qui ont un alto, une icône de qui vous êtes-vous, et aussi une boîte in et une boîte out. Et ça, c'est très rigolo. Aujourd'hui, pour écrire un mail sur votre ordinateur, vous allez ouvrir un client mail ou aller sur Gmail, composer un email et envoyer ce mail. Ce mail ne sera jamais que ça, un mail. Vous ne pouvez pas décider que votre mail, finalement, c'est un document texte ou une note. La seule manière de le convertir, c'est de faire un copier-coller dans une autre application. Au Xerox Park, ça ne se passe pas comme ça. Il y a en gros un tas de documents vierges sur le bureau. On crée un nouveau document, et si on décide que c'est un message, eh ben on le met dans la boîte out, et une fois toutes les heures, le mail est dispatché aux gens à qui il est destiné. Et s'il y a un mail qu'on vous envoie, il arrive dans la boîte in, et vous pouvez le traiter directement sur votre bureau. Donc là encore, c'est des modèles mentaux qui sont hyper importants parce qu'ils vont revenir en force avec tout ce qui est justement métaverse et ces choses-là. C'est comment en fait on a mis la donnée dans des cages parce qu'on pensait qu'il était plus pratique de créer des applications que de travailler sur ce qu'on appelle le paradigme orienté document. Donc là, après, je vous ai juste mis une photo de la manière justement à quel point ça a été difficile d'imaginer et d'inventer l'icône qui représente les documents. Donc, en haut à gauche, un rectangle, évidemment, c'est pas très clair. Ensuite, on s'est dit, on pourrait mettre des traces d'écriture, sauf que les écrans n'étaient pas assez définis. Donc, on aurait dit des petits pâtés, c'était pas très clair. La représentation en 3D ou en isométrie, pas très pratique, et surtout, pour représenter une feuille de papier, ça marche, mais c'est pas la seule chose qu'on aura à représenter. Donc, à la poubelle. Ça, ensuite, les deux documents l'un sur l'autre, ça donne l'impression qu'il y a une pile de documents à la poubelle. 5, elle est un peu trop détaillée et surtout, on ne comprend pas très bien pourquoi elle est cornée vers le bas, donc ils ont décidé de changer. Et on arrive à la représentation actuelle avec le coin plié en bas ou plié en haut, qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui a commencé à cette époque-là. Mais pendant qu'au Xerox Park, ils travaillent sur tout ça, qu'ils inventent justement les fenêtres, les applications, qui travaillent sur Smalltalk, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Ted Nelson, qui est un petit peu comment dire ça,
c'est un scientifique freelance qui travaille seul et qui va imaginer, c'est lui qui va inventer le terme hypertexte en 1965. Et la grande idée de Ted Nelson, c'est qu'avec les ordinateurs, avec l'informatique, on va réussir à distribuer le savoir à tout le monde et qu'on va réussir à se débarrasser du papier. Et donc, il invente un système qui s'appelle Xanadu. Et Xanadu, son idée, c'est qu'en fait, il y a des feuilles de papier dans un espace infini sur lequel on peut zoomer, dézoomer, et on peut voir des liens entre toutes ces feuilles de papier. Globalement, il invente un système qui s'appelle la transclusion, qui est aujourd'hui toujours pas en usage courant, en tout cas pas autant qu'il l'espérait. En gros, la transclusion, c'est l'un d'entre vous crée un document très très chouette. Il écrit un texte. Il y a un paragraphe qui m'intéresse, je le suis en ligne, je le copie, je le colle dans un de mes documents. Et bien en fait, c'est comme si je m'abonnais à simplement cette partie du texte de cette personne. Et si elle est mise à jour, je peux avoir la mise à jour. Si elle est payante, je peux la payer, etc. etc. Son idée, c'est que justement, en brisant tous ces phénomènes, en brisant toutes ces boîtes dans lesquelles on range la donnée, on va réussir à créer des bains de données infinis qui permettront aux êtres humains de croiser leur savoir et de créer justement de l'interdisciplinarité. Ça ne va pas très bien marcher. La dernière métaphore un peu nouvelle de la fin des années 70 qui est toujours avec nous aujourd'hui, c'est la métaphore du tableur. Par exemple, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est VisiCalc. En 1978, il y a 2 étudiants à Harvard qui se disent ce serait quand même vachement pratique de pouvoir faire de la prévision financière avec un ordinateur. Et donc, ils regardent un petit peu à quoi ressemble le papier quadrillé dont ils se servent pour faire les comptes et ils se disent on pourrait simuler ce papier quadrillé et ils vont juste inventer un logiciel, c'est quand même vachement malin, un logiciel qui représente une feuille infinie avec des rangs et des colonnes qu'on peut remplir de données et sur lesquelles on peut faire des opérations. La force de VisiCalc, c'est que c'est la première fois en fait dans le monde de la finance qu'on va arrêter de faire de la comptabilité pour le passé et qu'on va commencer à essayer de prédire l'avenir. Évidemment qu'il y avait des gens qui faisaient des forecasts et des choses comme ça, et c'est la première fois que quelqu'un seul à son bureau peut décider qu'il va simuler un système financier entier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Donc après, je vais aller assez vite. Donc ça, c'est DOS 1981. Système de représentation graphique sous forme de ligne de commande, pas très très pratique. 1981, Xerox finit par sortir un ordinateur sur le marché. Donc vous avez l'intégralité de ce que vous connaissez aujourd'hui. Des documents texte hyper bien formatés avec des images intégrées dedans qui peuvent en plus se mettre à jour. Des systèmes de mail, une souris, des barres de scrolling. Et après, vous avez en 1982 le Mac, avec, je vous ai mis des prototypes de l'interface du Mac. Donc par exemple, ça, c'est censé être la représentation physique d'une disquette pour que les utilisateurs puissent s'y retrouver et comprendre que les fichiers sont sur la disquette et pas ailleurs. Apple va très rapidement décider de se passer de ça. Ici, c'est le moment où on s'est posé la question est-ce qu'une fenêtre est un dossier? C'est pour ça qu'il y a un petit onglet en haut à gauche pour mettre le nom. Ça aussi, ça va être mis à la poubelle. Là encore, vous voyez des images de bureaux où la notion d'application n'existe pas. Et j'insiste là-dessus parce que les applications aujourd'hui, c'est un business de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Et là, je vous ai mis une image du bureau d'un Lisa. Donc le Lisa, c'est un ordinateur qui est apparu 1 an avant le Macintosh, qui a été créé aussi par Steve Jobs, mais qui s'était fait renvoyer du projet à l'époque parce qu'il était juste devenu ingérable. C'est 2 ans avant qu'il se fasse renvoyer. Et vous avez quelques petites choses que vous n'avez pas sur les ordinateurs actuels, notamment en haut à gauche, il y a écrit Lisa Write Paper. Ça, c'est de l'équivalent d'un traitement de texte. Vous double-cliquez sur ce tas de feuilles, en fait, ça crée une feuille blanche. Et ça n'ouvre pas un traitement de texte. Lisa Terminal Paper, ça pareil, ça crée une feuille dans laquelle vous pouvez mettre des commandes pour parler au réseau Internet sans ouvrir une application. C'est très compliqué de se représenter ça parce que vraiment, ça veut dire que la donnée vit directement dans le système d'exploitation et qu'on peut la passer d'une application à l'autre. Donc là, je vous ai mis une image de Smalltalk 10 années après, avec cette interface très étrange où, par exemple, là, justement, il y a un code qui représente une molécule et à gauche, il y a la simulation de cette molécule qui se joue directement sur le bureau et on peut la tirer, la mettre dans un document, la copier-coller, l'arrêter, modifier le code pour voir ce qui se passe. L'idée derrière Smalltalk, c'était de dire n'importe qui, un enfant de 5 ans, peut inventer une application, peut justement inventer quelque chose. Pour ceux qui font de la musique dans cette salle et qui ont déjà vu un logiciel de MAO comme Logic Pro, GarageBand ou des choses comme ça, vous avez peut-être remarqué que quand vous jouez du synthé sur un ordinateur, les notes, elles vont être représentées en hauteur et en durée avec des petites barres les unes au-dessus des autres. Ce système a été inventé par une enfant, une adolescente de 14 ans, dans une des écoles où Alan Kay avait réussi à faire placer un alto. Donc c'est ça en fait le pouvoir qu'on nous a un petit peu pris à nous utilisateurs. Ce pouvoir de dire il se passe quelque chose d'intéressant, je voudrais le comprendre, il y a un bouton stop, je vais analyser, je vais copier des bouts, je vais les mettre dans un autre document, je vais faire do it et je vais voir ce qui se passe. Et ces environnements complètement malléables où la donnée, les documents et les applications sont mélangés les uns avec les autres, c'est ça qu'on a perdu, on a beaucoup de mal aujourd'hui à recréer. Parce que c'est très très dur et que maintenant que ces systèmes d'exploitation ont 10, 20, 30, 40 ans, c'est pas trop tard, mais ça supposerait de repartir de zéro, ce qui n'est pas raisonnable ou réaliste.
Et donc le Macintosh en 84 va être la vraie première plateforme, en tout cas c'est comme ça que moi je le représente, sur laquelle on va avoir des applications, notamment pour une raison toute bête, qui est que une application, ça permettait en fait de contenir sur une disquette le logiciel et ses documents. Et à l'époque, il y avait de très bonnes raisons de choisir de faire ça, de créer des micro-applications qui étaient très légères, qui justement permettaient aux utilisateurs d'avoir un modèle mental très clair. Alors ça, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont lu Don Norman et notamment The Design of Everyday Things, où il y a un moment, il explique qu'il y a toujours une énorme différence entre le modèle mental du concepteur, le modèle mental de l'utilisateur, et que la vérité est entre les deux. Quand Apple a créé Lisa et a décidé de faire ces espèces de blocs de papier infinis avec lesquels on pouvait créer n'importe quoi, les utilisateurs ont eu un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et donc l'application était une forme de réponse à tout ça, qui n'était pas idiote du tout à l'époque, mais qui aujourd'hui maintenant pèse un peu et empêche beaucoup de choses. Et ensuite là vous avez littéralement ce que vous connaissez aujourd'hui, mais dans sa version primaire. Et avec quelque chose en plus par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est la spatialisation. Vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu macOS avant qu'il s'appelle macOS 10, mais dans le Macintosh, il y avait quelque chose qui était très fort, c'était que le Finder était spatial. Donc on mettait un dossier sur le bureau, quand on double-cliquait dessus, il s'ouvrait, et si on changeait la taille de la fenêtre était sauvegardée dans le dossier. Et si dans ce dossier, on ouvrait un autre dossier, on pouvait faire la même chose. Et donc les utilisateurs pouvaient spatialiser leur information, même si c'était sur une surface un peu contenue qui était le bureau, et se créer justement des métaphores extrêmement explicites et faciles à comprendre. Donc là, justement, vous avez un petit peu tout ce que le Mac a inventé, les icônes, avec justement MacWrite à gauche, avec un document MacWrite, la poubelle, le symbole des commandes, avec cette réflexion toujours autour de l'icône, comment est-ce qu'on différencie une application d'un document. Au tout début du Mac, les applications, elles avaient des icônes en forme de losange, et les documents étaient verticaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je vous ai mis une représentation de MacPaint, qui est la première application de dessin, avec là encore, les premiers concepts de ce qu'on appelle des palettes d'outils, qui sont toujours avec nous aujourd'hui, avec ces palettes à gauche, permettre de choisir un outil, de rentrer dans ce qu'on appelle un mode, c'est-à-dire que le curseur de la souris devient un crayon et qu'on peut dessiner avec. Et enfin, la grande question qui a suivi tout ça, c'est comment est-ce qu'on représente l'univers. Une fois qu'on avait réussi à faire en sorte que les ordinateurs soient un petit peu plus adoptés largement, qu'on avait commencé à créer des métaphores qui permettaient de symboliser un monde qui était globalement cette table, avec la digitalisation du carnet d'adresses, du calendrier, de la calculette et des choses comme ça, on a commencé à se dire, mais comment est-ce qu'on va créer des mondes virtuels quand les gens vont se connecter les uns aux autres ? Et ça a été un gros travail. Et donc Apple a proposé une réponse toute simple, qui était de dire, on va faire la même chose, sauf qu'on va mettre les gens en réseau et ça va très bien se passer. Jeff Raskin, qui est le vrai papa du Mac et qui est un fanat du paradigme orienté document, va proposer une réponse avec le Canon 4. Le 4, je vous fais une très brève introduction, c'est un ordinateur très étonnant, introduit en 1987. C'est un ordinateur en fait sur lequel il y a un rouleau de papier infini, qui s'appelle un parchemin, parce qu'à l'époque, il y avait un débat. Est-ce que les interfaces allaient devenir zoomables, un petit peu comme Google Maps aujourd'hui, ou est-ce qu'on allait assister à l'apparition de pages scrollables à l'infini ? Et Jeff Raskin pensait que le scroll était la métaphore la plus adaptée, la plus simple pour les utilisateurs. Et son idée à lui, c'était de dire « personne, jamais, ne réussira à s'organiser avec des dossiers et des fichiers ». Donc moi, ce que je propose, c'est de créer du papier magique. Vous tapez ce que vous voulez dedans. Si c'est des chiffres et que vous les surlignez, vous pouvez les calculer pour faire des opérations. Si c'est un numéro de téléphone, vous le surlignez, vous pouvez l'appeler directement avec l'ordinateur. Et en fait, vous ne classez pas. Vous mettez tout dans le document. Et la seule manière de retrouver quelque chose, c'est de le chercher. Et c'est sur le système de recherche qu'il faut faire des efforts et non pas sur le système de classement, parce que le système de classement ne correspondra jamais au modèle mental de l'être humain, puisqu'il peut varier d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc lui, il disait, c'est pas la peine d'essayer de créer une métaphore ultime, parce que par exemple, le dossier, c'est un système de classement très américain, avec des files cabinet, avec les petits onglets sur les dossiers. C'est pas des métaphores du tout, larges ou universelles. Et donc, il propose ça, qui est un phénomène très intéressant, puisque vraiment, dans le 4, on pouvait aussi taper du code, le surligner, et faire un peu comme dans Smalltalk, do it, et ça, jouer le code directement dans le parchemin infini. Et puis après ça, il y a eu tout un mouvement de designers qui avaient déjà travaillé sur les premiers ordinateurs, comme le Macintosh et des choses comme ça, qui se sont dit, non, la seule manière, c'est d'aller encore plus loin dans la métaphorisation et de faire en sorte que les gens puissent retrouver les outils qu'ils connaissent. Et là, ça a été un petit peu le ridicule du début des années 90, même s'il y avait de très bonnes idées, avec notamment cet OS qui s'appelle Magic Cap, sur lequel on travaille notamment Tony Fadell, par exemple, qui est devenu ensuite le papa de l'iPod, l'un des créateurs d'Android. Enfin, c'est vraiment General Magic. Il y a eu une start-up très connue sur laquelle il y a eu un documentaire. L'idée de General Magic, c'était de dire l'ordinateur, on doit pouvoir l'avoir dans sa poche et l'emporter partout avec soi. Ils ont inventé le smartphone en 1990 à peu près. Et donc, quand on démarrait un appareil Magic Cap, il y avait une horloge, un Rolodex avec tous les contacts,
Pour créer un mail, il fallait taper sur la petite carte et écrire dessus directement à la main. Ils avaient même créé, c'est les premiers émoticônes et les premiers emojis, puisqu'on pouvait les mettre sur les petites cartes. Et il y avait cette idée qu'on ne voit pas là, mais qui est absolument fantastique, d'agent. C'est-à-dire que dans Magic Cap, on pouvait créer un petit bonhomme virtuel et lui dire « va m'acheter des billets d'avion ». Parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à concrétiser et à créer. Mais l'idée, c'était de dire on va reproduire un bureau physique, comme ça les gens ne seront pas perdus, et c'est les agents qui vont faire tout le travail. Donc il y avait 3 courants. Il y avait un courant de designers qui croyaient qu'il était possible de créer des métaphores universelles. Il y avait un courant de designers qui pensait que ce n'était pas la peine et qu'il fallait juste créer ce qu'on appelle un brain dump, c'est-à-dire vraiment une décharge à penser et à idées dans laquelle on pouvait mettre n'importe quoi, et justement le but de la machine, c'est de l'organiser intelligemment. C'est ce qui donnera notamment naissance ensuite au courant de tout ce qui est tag, etc., qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines apps. Et un dernier courant qui pensait que grâce à l'intelligence artificielle et au réseau, on aurait les capacités nécessaires pour classer toute l'information du monde. Ensuite, Internet est arrivé. Le web, pour rappel, c'est 1991. Premier email envoyé en 71 sur l'ARPANET qui datait de 69. Et puis, le web, c'est 1991. Et il y a quelque chose qu'on a perdu sur le web. Le web, c'est Tim Berners-Lee qui le crée, parce que Tim Berners-Lee, chercheur au CERN, invention européenne, cherche un système d'échange de pages entre chercheurs. Il se dit comment est-ce qu'on peut s'échanger de la recherche des modèles facilement entre chercheurs sur un réseau. Et donc, il va inventer ce qu'on appelle le HTML, Hypertext Markup Language, qui permet de décrire des pages qui sont rendues par ce qu'on appelle nous aujourd'hui un navigateur, mais on peut lire du HTML ailleurs. Et dans ces spécifications, il y a un texte dans lequel il dit l'important, ce que vous devez tous comprendre, c'est qu'il est impératif que les utilisateurs soient capables de rendre du HTML, mais aussi de l'éditer. Et en fait, c'est très compliqué de faire ça. Et donc, on se retrouve avec les navigateurs web actuels, où en fait, c'est des lecteurs de sites web plus qu'autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Smalltalk et le Macintosh. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, parce que sinon, peut-être qu'on n'aurait jamais réussi à démocratiser ces inventions. Et juste, il s'agit de dire, dans Smalltalk, comme dans les premières spécifications du web, il y avait cette idée que l'éditeur et le lecteur sont une et même personne indivisible et qu'on ne doit pas leur enlever des droits. Et c'est toute la logique derrière les mouvements actuels, ce qu'on appelle le no-code ou le low-code, où on imagine des logiciels où, par exemple, des designers peuvent venir dessiner des mises en page et la machine génère le code nécessaire à son exécution. Et donc là, plutôt que de rendre le code accessible à tout le monde, on essaie de le cacher et de le générer proprement. Là, je vous ai mis eWorld, qui est justement la première tentative de métaphorisation d'Internet, ou du web pour être plus exact, faite par Apple en 1984. Et donc là encore, chez Apple, il y a des gens qui se disent c'est impossible que les gens arrivent à comprendre comment fonctionne le web. Les systèmes d'adresses, de HTML, de navigation, de lien en lien, c'est impossible à comprendre. Donc on va créer une ville dans laquelle on va représenter un newsstand, par exemple, dans lequel il y aura des informations, une marketplace qui est l'équivalent aujourd'hui de Craigslist, eBay, des choses comme ça, un community center où on peut échanger, s'envoyer des messages, des choses comme ça. Il y a même un endroit où on peut jouer, un endroit où on peut faire ses comptes et aller consulter sa banque. Et il y a même la représentation d'une bibliothèque pour faire des recherches. Et l'idée, c'était de dire, ce qu'on a fait avec le bureau et le Mac, on va le faire avec Internet. Ça n'a malheureusement pas marché du tout, malheureusement ou heureusement, parce que c'était beaucoup trop limitant. Et surtout, imaginez, à chaque fois que quelqu'un a une idée de nouveau service, le fait qu'il faille ajouter une baraque à eWorld, c'était juste pas possible. Et donc, très rapidement, eWorld va mourir et va être dépassé par les premiers navigateurs web comme Mosaic et Netscape, puis Internet Explorer. Très rapidement derrière, ouais, dites-moi. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Pourquoi ça ne fonctionne pas, eWorld ? Alors, eWorld, ça n'a pas fonctionné parce que déjà, Apple, à l'époque, est dans une tourmente pas possible, puisqu'elle a renvoyé 2 CEO en 3 ans. John Sculley, qui était l'ancien CEO de Pepsi, recruté par Steve Jobs. Puis ensuite, Spindler, qui est remplacé par Gil Amelio, à peu près à la même période. Et puis parce que, en fait, les services coûtent très cher et les gens, très rapidement, trouvent que c'est limitant. Et en fait, le problème quand on fait des plateformes fermées comme ça, quand Apple dit on va fournir un service qui est un accès au web, c'est que du coup, il y a toute une mécanique économique qui se met en branle derrière. C'est notamment les raisons qui se cachent derrière l'échec d'eWorld. C'est que le Macintosh n'est pas une plateforme assez dominante, la métaphore est très limitante, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été faits là-dessus, mais globalement, ça revient notamment à des questions de base installée. Et après, ça a été la folie des premiers métavers. Et donc, notamment en 1997, en France, par Philippe Ulrich, qui est un développeur de jeux vidéo, qui a créé notamment Air Informatique ou Cryo. Il va aller voir Canal+, et il va leur dire, les gars, vous êtes ringards, la télé c'est fini, maintenant c'est Internet et le web. Et donc, il faut créer un monde dans lequel les gens vont pouvoir s'incarner et retrouver ce qui fait ce qu'ils aiment, le monde réel. Et donc, il va dire à Canal+, avec lequel Cryo va développer le deuxième monde en partenariat, on va créer
Paris. On va recréer Paris de manière virtuelle sur un CD-ROM. Et les gens, dans ce Paris-là, n'ont pas de limite d'argent. Ils peuvent être qui ils veulent, ils peuvent voler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on va réussir à recréer un sens de communauté sur le web. Et donc, c'est les premiers travaux sur justement la création de communautés sur le web, sachant qu'en parallèle, à la même époque, il y a la création de ce qu'on appelle les Digital Garden par... comment il s'appelle j'ai oublié son nom, mais vous pourrez regarder Digital Garden, c'est extrêmement intéressant, c'est un mouvement qui reprend beaucoup aujourd'hui. Et puis la création des premiers forums. 97, c'est quand même l'année, globalement, à laquelle on peut dater à 1 ou 2 ans près, l'apparition d'Amazon, de Netflix, de Yahoo, de Google. Toutes ces boîtes sont créées à ce moment-là. C'est aussi le début de ce qui deviendra la bulle Internet, puisque c'est l'année de l'introduction en bourse, si je ne dis pas de bêtises, pareil, à 1 an près, de Netscape, qui va être justement le premier navigateur web un peu distribué largement, et qui va avoir l'une des plus grosses introductions en bourse de tous les temps. Et c'est ça qui va créer ce phénomène de bulle qui s'ensuivra. Donc le deuxième monde, ce qui est très intéressant, on ne le voit pas très bien ici, c'est qu'il y a les premiers systèmes de construction d'avatars qu'on retrouve aujourd'hui dans tout ce qui est métavers et tous les travaux, notamment faits par Facebook et Magic Leap. Il y a cette métaphore d'appartement qui est globalement un appartement d'une personne richissime sur les Champs-Élysées, et cette représentation d'une ville dans laquelle on peut se mouvoir. En parallèle de ça, encore une fois, il faut bien que vous disiez qu'il y a des courants de designers, et il y a ceux qui se disent on va décaler le monde réel dans le virtuel et l'habiter, et on va réussir comme ça à trouver une forme de confort. C'est ce qui se cache derrière la métaphore du bureau ou des métavers littéraux comme celui-ci. Et puis il y a les autres qui se disent le monde virtuel n'a aucune limite en termes de design, et donc on peut inventer des choses folles. Et Ted Nelson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, travaillait toujours sur Xanadu. Et en 1998, à peu près, puisque Ted Nelson, Xanadu, c'est un projet qu'il crée en 1968, il n'arrive jamais à le financer, il se plante, il se replante, il se replante, il arrive toujours à se relever. C'est un monsieur très intéressant et à la fois très compliqué. Si vous avez un moment, allez sur sa chaîne YouTube, c'est assez rigolo. Il a une chaîne qui s'appelle Computer for Cynics, où justement il explique l'histoire de l'informatique vue de sa fenêtre, puisqu'il a connu toutes ces personnes, mais toujours en étant un peu un aventurier seul sur le bas-côté. Et donc là, vous voyez justement des liens de transclusion entre des documents. Et en gros, l'idée, c'est de dire, je suis en train de lire ce texte, mais ce texte, il n'a pas été créé ex nihilo par son auteur. Il y a des gens, il y a des citations, il y a des pensées derrière, il y a des courants qu'on peut retrouver. Et donc, en fait, quand on lit ce texte, derrière, on distingue cette espèce de métavers aussi, qui est le Xanaduverse, dans lequel il y a les autres documents écrits par l'auteur, et tous les courants de citation qu'on peut remonter ensuite pour remonter jusqu'au premier texte qui fait la démonstration de cette idée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens travaillent encore aujourd'hui. Comment représenter de l'information à l'infini et comment faire en sorte que ça reste exploitable et qu'on puisse se créer des modèles mentaux dans nos petits cerveaux qui puissent en tirer parti. Vraiment, il y a cette tendance, cette tendance rejoint presque celle de Jeff Raskin avec le 4. Comment on peut représenter le monde, soit en le simulant complètement, et c'est une tendance qui va jusqu'à Minecraft aujourd'hui avec la création de cette bibliothèque qui existe dans Minecraft et qui va regrouper tout le sein du monde, ou alors est-ce qu'on peut créer des univers complètement différents qui ne reprennent pas les lois de la physique, qui ne reprennent rien, et qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et Philippe Ulrich va essayer de faire un peu la synthèse de ça avec son deuxième métavers qui s'appelle Cryopolis, qui là est une représentation d'une ville mais complètement barrée, qui peut flotter dans les nuages, avec des dirigeables, les gens peuvent voler. C'est un petit peu la première exploration de ce croisement entre jeux vidéo et représentation de la donnée ou vie digitale. Et ça va être le paroxysme va être atteint avec Second Life en 2003, j'arrive bientôt au bout, puisque Second Life est encore aujourd'hui le métaverse le mieux construit. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous pouvez acheter une parcelle de terrain, vous pouvez construire une maison, il y a une économie, il y a une monnaie, vous pouvez avoir une vie. C'est un logiciel d'une densité et d'une profondeur absolument énorme et qui a été créé en 2003, donc au tout début de l'Internet à haut débit. C'est fascinant comme phénomène et aujourd'hui, chaque analyse qui parle du métaverse sans mentionner Second Life, globalement, ça ne vaut pas la peine de la lire. C'est un avis très personnel, mais ignorer un logiciel qui a réussi à perdurer comme ça et qui est le premier exemple de communauté sur le web, c'est une grosse faute à mon avis. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Second Life prédate d'1 an une autre communauté digitale qui n'a aucune visée sérieuse, mais qui est World of Warcraft, dont je parle très rapidement parce que c'est aussi un logiciel dans lequel les gens vont s'incarner via des avatars et parfois aller très très loin dans la création d'une deuxième vie. Et c'est un petit peu le phénomène aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va se créer des deuxièmes vies. Et donc là, on en arrive à aujourd'hui avec ce choix qui va se présenter à nous entre prendre l'univers avec nous ou vivre en lui dans un métavers créé par une plateforme ou créé par des communautés autonomes.
Donc j'ai fait exprès de mettre un plan sur l'iPhone parce que l'idée c'est de... En fait, aujourd'hui, on arrive à un moment où il est possible d'emmener l'intégralité du monde quasiment dans notre poche. Il est possible de téléphoner, de prendre des photos. Enfin, vous avez tous des iPhones, je n'ai pas besoin de vous le vendre. Mais très rapidement, il va aussi être possible d'habiter des mondes via ces cases de réalité virtuelle ou alors d'augmenter notre monde via la réalité augmentée, justement. Et là encore, il y a des courants bien spécifiques qui réfléchissent à tout ça. Et aujourd'hui, globalement, notre univers digital, la manière dont on interagit les uns avec les autres le plus souvent, c'est via des interfaces de ce type-là, où en fait, il n'y a aucune représentation, c'est de la 2D, c'est à plat, c'est des flux vidéo, et on se parle. Il n'y a pas cette idée que justement, viens à côté de moi au tableau blanc, on va dessiner ensemble, je vais prendre un post-it et je vais pouvoir ensuite l'étendre, il va faire 4 mètres de long, parce que justement, on est dans un métavers. Il y a toutes ces choses-là. Et donc, il y a une des représentations, qui est la gamification et la reproduction du monde réel, c'est-à-dire ce que je vous ai montré avec Cryopolis, le deuxième monde, et Second Life. C'est-à-dire que dans ces appareils, on va créer un monde qu'on va pouvoir habiter. Et l'idée avec le métavers, c'est de pousser cette habitation à son paroxysme en recréant un avatar et en recréant justement des outils et des objets du monde réel. Donc c'est une remétaphorisation du monde qu'on va pouvoir, dans laquelle on va pouvoir se mouvoir. Et Facebook capitalise évidemment aussi sur le fait qu'à cause de la pandémie et à cause de tout ça, on arrive à un moment où il est nécessaire que nos mondes digitaux deviennent de plus en plus réels et habitables, puisqu'on va y passer de plus en plus de temps. La question aujourd'hui à laquelle il faut qu'on réponde en tant qu'utilisateur, c'est qui va les créer, ces mondes-là? Ils vont exister de toute façon, il n'y a aucune façon d'arrêter la marche du progrès. Est-ce qu'ils vont être créés par des communautés complètement décentralisées qui reposent sur des blockchains, des crypto-monnaies, ce qui n'est pas forcément l'état le plus idéal, ou alors est-ce qu'ils vont être créés par des entités complètement centralisées comme Facebook qui globalement disent si on arrive à créer cette chose-là, alors tous les problèmes d'organisation, de traitement de la donnée, de réflexion que vous avez eu justement des années 60 à aujourd'hui seront réglés. La seule chose que vous avez à faire, c'est nous confier l'intégralité de vos données et on s'occupera de vous les mettre joliment en 3D et vous pourrez vous balader dedans. Et c'est le choix qu'on a à faire en tant qu'utilisateur. J'arrive à la toute fin avec quand même cette petite note d'espoir sur Dynamic Land, qui est un projet porté par Brett Victor, qui est un des designers les plus brillants de sa génération. Dynamic Land, c'est un projet de Brett Victor. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Son idée à Brett Victor, c'est que l'être humain vit et respire par le toucher, par la vie justement en communauté, et que rien ne remplacera le contact humain. Que c'est très bien qu'on puisse être connecté avec des gens qui sont à 5000 km, mais qu'on a besoin de toucher du papier, de couper des choses, c'est pas à vous encore une fois que je vais apprendre ça, de créer des choses physiques, et ensuite de jouer avec pour apprendre. Et donc lui, il a imaginé un ordinateur qui est partout, qui s'appelle Dynamic Land, et qui peut fonctionner dans une pièce comme celle-là. Donc l'idée, c'est qu'il y a des caméras partout, il y a des vidéoprojecteurs partout, et en fait, vous avez du papier comme ça, avec des gommettes. Et le papier, vous pouvez écrire n'importe quoi dessus. Vous pouvez écrire du code, vous pouvez dessiner des formes. Et en fait, l'ordinateur ambiant qui est dans la pièce va augmenter ce papier. Et par exemple, faire tomber de la neige, créer un jeu, représenter une molécule. Et en fait, l'idée de Brett Victor, c'est de dire, vous aurez un clavier, une souris, du papier, vous dessinerez des choses, vous imprimez du code, et en fait, il y a une démonstration qui est assez fascinante, et vous pouvez taper Dynamic Land sur le web, où il y a une feuille de papier à gauche, une feuille de papier à droite, chacune a un morceau de code, et puis petit à petit, elles se rapprochent, elles exécutent chacun un programme, et puis elles se touchent, et d'un coup, les programmes se mixent, et il y a une expérience nouvelle qui se crée. Et ça, en fait, c'est absolument pas... Brett Victor ne prétend pas créer un métavers, il prétend créer ce qu'il appelle le community computer, c'est-à-dire un ordinateur qui existe, mais dans lequel il n'y a pas tout, dans lequel on arrête justement d'essayer de représenter et de digitaliser l'intégralité du monde matériel. Et d'ailleurs, il y a des cahiers pour Dynamic Land, il y a des gens qui arrivent avec des cartons à dessin, qui les ouvrent, dans lesquels il y a des programmes sur les feuilles de papier, il y a des dessins, il y a des scrapbooks physiques. Et son idée, c'est qu'on va réussir à rematérialiser une partie de l'informatique pour justement mieux la vivre. Et donc là, je voulais finir là-dessus. Toute cette grande histoire de l'informatique part à la base d'une peur qui est celle que le savoir humain soit mal classé ou inaccessible. Ensuite, se transforme en une espèce de quête pour faire en sorte que justement on puisse mapper, utiliser et créer du savoir le plus facilement possible. Ça culminera avec l'invention d'ordinateurs personnels comme l'iPad, le Macintosh, l'iPhone. Et maintenant, aujourd'hui, la question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on va habiter un monde qui va être créé par une de ces entités énormes qu'on connaît tous? Est-ce qu'il va être créé par une autre communauté? Ou alors est-ce qu'il y a une autre voie où on ne passe pas plus de temps face à ces appareils, où on accepte le fait que ce sont des compagnons et on arrive à trouver un équilibre peut-être un peu plus serein. Et dans l'article de JCR Liquider qui s'appelle Man-Computer Symbiosis, où il réfléchit déjà à l'intelligence artificielle, puisqu'au MIT, dès les années 50,
il y a ces réflexions autour des agents et de l'IA, avec notamment un projet qui s'appelle MAC, pour Machine Aided Cognition. JCA Leader dit « Les êtres humains ne vont pas être remplacés par des machines. Ce qui va se passer, et je le dis en anglais, je retrouver la citation, il dit « Les êtres humains formuleront les hypothèses, donneront les directives, et les ordinateurs s'occuperont du travail routinier de calcul et de rendu pour arriver au résultat. » Et ce que propose Bret Victor est probablement ce qui est le plus proche de cette idée. Et des appareils un petit peu familiers et physiques comme ça peuvent peut-être nous permettre d'arriver à ça. Et donc je vous propose en dernier une vision sur laquelle on travaille nous chez Cosmic depuis maintenant plusieurs années, qui est celle en fait d'un logiciel complètement orienté document qui s'appelle Cosmic. Et dans Cosmic, l'idée c'est d'abattre la frontière qui existe entre justement une page web, un objet 3D, une vidéo. C'est un canevas infini sur lequel on peut zoomer, dézoomer. Vous voulez écrire du texte, vous tapez et ça va créer une note. Vous voulez dessiner, vous prenez le pencil, ça dessine. Vous voulez chercher sur le web, vous créez une page web et vous pouvez la manipuler exactement comme vous manipuleriez n'importe quel rectangle dans Illustrator. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous créer justement un univers de données représenté spatialement avec justement des visual cues et arriver à terme à ce qu'on appelle un palais de la mémoire. C'est-à-dire que vous puissiez juste avoir l'intégralité de vos notes, de vos recherches, de tout ce qui compte pour vous dans un endroit, sans avoir à vous dire il faut que je pense à installer Word, il faut que je pense à installer Sketch, ou que tout ça soit stocké dans un serveur, je ne sais où. L'idée, c'est vraiment de créer comme ça une planche qui peut vous permettre de réfléchir le plus facilement possible, parce que c'est quand même à ça que ça sert un ordinateur à la base. Et on a un système justement aussi de transclusion, basé sur les travaux de Ted Nelson. Donc par exemple, je ne sais pas, vous trouvez que ma carte note, elle est sympa et que ce que j'ai écrit vous intéresse, vous la prenez avec votre doigt, vous la glissez vers un de vos documents, et en fait, à chaque fois que je vais la mettre à jour, elle va se mettre à jour. Et nous, notre pensée, c'est que justement, les logiciels, peut-être que vous connaissez, comme Figma, comme Google Doc, comme Notion, qui sont hyper puissants et super bien faits, ont une faiblesse, c'est qu'à chaque fois que vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, il faut l'ajouter, et il faut être plusieurs dans un fichier, et globalement, en fait, vous êtes obligé d'ouvrir l'intégralité du fichier aux gens pour collaborer avec eux, et on finit avec 12 curseurs qui se survolent les uns les autres. Nous, ce qu'on veut proposer avec Cosmic, c'est des univers, on appelle ça des univers, complètement privés. Et s'il y a des choses que vous voulez partager, il y a un bouton et ça vous permet de les partager, les gens peuvent les réutiliser. Et on arrive même maintenant à créer des univers assez chouettes où en fait, y a 4 copains qui ont fait chacun une carte sympa. Je prends les 4, je les mets dans un univers à moi, je les réunis sur une carte que je peux repartager. Et en fait, on veut arriver à ce qu'on appelle les compound documents, c'est-à-dire des documents complètement mixés qui peuvent contenir de l'information qui vient de n'importe où, faite par n'importe qui. Et comme il y a un côté un peu ludique dans le fait de partager des cartes, parce que les cartes c'est rigolo, on pense que ça peut être un système assez valable et rigolo pour au moins une partie du travail qu'on effectue sur des ordinateurs. Et je voulais finir sur cette phrase de Marshall McLuhan, « We are shaping the tools and they shape us back », où en gros ce qui veut dire c'est que le monde est tel qu'il est, mais il n'y a rien qui nous empêche de décider demain de faire autrement. Et j'espère que vous ici, en tant que futur designer, ça vous aura donné un petit peu envie d'aller dessiner des appareils différents et de vous libérer justement de toutes ces métaphores qui pour certaines ont 2 à 3 fois votre âge. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Paul pour cette conférence très intéressante et qui pousse à la réflexion. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions qu'ils aimeraient poser ? Alors, attends, je vais voir le micro. En fait, à la fin de ta présentation, on va vers la vision métaphorique de notre vision. J'ai besoin du micro, c'est mieux. Il y avait trois visions métaphoriques, non métaphoriques qui étaient c'est ça. En fait, il y a plusieurs courants, après on les classe un peu comme on veut et il y a des débats, hein, mais pour moi en tout cas, il y a un courant qui est le courant vraiment de la simulation parfaite, c'est-à-dire cette idée qu'on reproduit pour éduquer, et en fait le problème c'est que, je vous donne un exemple. Quand Alan Kay a inventé les fenêtres au parc, quand il a vraiment réfléchi à la manière dont les fenêtres fonctionnaient, l'idée c'était de reproduire des feuilles de papier sur un écran pour que des enfants puissent comprendre comment ça fonctionne. Une fois que ça s'était fait, l'idée c'était de s'éloigner de ça et de retourner vers un système beaucoup plus proche de ce que Douglas Engelbart avait imaginé. Le problème, c'est qu'une fois que ça a été adopté et que ça a été mis en libre circulation, c'est trop tard, c'est foutu. Il y a des systèmes qui se créent au-dessus, il y a une sédimentation qui s'opère et c'est fini. Et aujourd'hui, on arrive au moment où elle peut s'opérer à nouveau. En fait, on a une chance inouïe qui est que là, pour la première fois depuis très longtemps, on peut choisir une métaphore basique. Voilà. On reste dans la métaphore. Il y a toujours forcément une métaphore, parce qu'on va représenter de l'écriture sur un écran, on va représenter des dessins, on va
digitaliser des photos ou des choses comme ça. L'idée, c'est est-ce qu'on reproduit un document physique avec ses problèmes et ses limitations, ce qui est par exemple, un traitement de texte comme Word aujourd'hui, un traitement de texte un peu sérieux et âgé, l'idée à la base, c'était quand même de reproduire une machine à écrire, ni plus ni moins. Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui que le modèle par défaut d'un traitement de texte ce soit une feuille A4. Il y a moins de 2% des documents qui sont créés dans des traitements de texte qui finissent par être imprimés sur un format classique. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on va métaphoriser des choses parce qu'on a besoin qu'elles se retrouvent dans le monde physique, c'est ce qu'on appelle le WYSIWYG, ça j'en ai pas parlé, mais c'est ce qu'on appelle le what you see is what you get, c'est ce que vous avez vu sur l'écran du Star ou du Mac. Globalement, on crée un document qui a la taille d'un document texte physique classique, et après, du coup, on peut l'imprimer et il ressemble exactement à ce qu'il y avait sur l'écran. Et donc, dans une des vidéos de Ted Nelson, par exemple, il dit, pour vendre des imprimantes, ils ont décidé de jeter l'univers à la poubelle. Il me dit, il est très énervé, parce que justement, on a été trop loin dans la métaphorisation, et on a même rajouté des problématiques parce que un ordinateur n'a pas l'aspect physique. C'est-à-dire que sur une feuille de papier A4, c'est super bête comme réflexion, mais si à un moment vous décidez d'écrire et que finalement vous voulez faire un diagramme, votre stylo ne va pas vous dire non, il faut que tu changes de papier. L'ordinateur moderne vous dit ça. Il vous dit si tu veux mettre un diagramme dans ton traitement de texte, tu feras un copier dans ton logiciel de mind mapping et un coller dans ton traitement de texte. C'est aberrant. L'autre idée de Ted Nelson, c'est qu'on a toujours réfléchi en réutilisant. En réutilisant, en coupant, en collant et en remixant. Et aujourd'hui, les outils qu'on a à notre disposition ne sont pas très bons pour ça. Et d'ailleurs, il y a une vidéo illustrant qu'il n'y a pas de bon outil pour faire du cut and paste. Par exemple, vous êtes des designers d'interaction pour certains d'entre vous ici. Il y a un truc quand même qui doit vous choquer quand vous coupez sur un document texte dans un ordinateur. Vous sélectionnez un bout de texte dans Word, vous faites CTRL-X ou COM-X, il disparaît. C'est aberrant. Ça a été fait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de puissance graphique suffisante pour générer une deuxième fenêtre, le mettre en réserve, garder le formatage. Le presse-papier d'un ordinateur moderne est absolument invisible. Le nombre d'erreurs qui viennent de ça, qui viennent de ce simple fait, est énorme. Donc déjà, il y a des parades très, très simples. Par exemple, le fait que c'est pas très compliqué maintenant aujourd'hui d'envisager un traitement de texte où quand on fait COMIX, en fait, le texte avec une animation un peu sympa, il va se couper littéralement et se mettre sur le côté. Donc la métaphorisation, elle aura forcément lieu. La question, c'est de quelle manière. Est-ce que par exemple dans le métavers, on va retrouver des feuilles de papier, sauf qu'effectivement on peut les stretcher. Est-ce qu'on va retrouver des ciseaux? Voilà, c'est ça ces questions-là en fait. C'est où est-ce qu'on va? À quel point où est-ce qu'on pousse? Et est-ce qu'en poussant trop loin, en fait, on ne risque pas de se limiter en termes de réflexion? Et c'est pour ça que Mark Weber a écrit un article qui s'appelle The Computer of the 21st Century, où il imagine ce qu'on appelle l'ambient computing. Et il fait un parallèle avec la littérature. Il dit, au XXe siècle, la littérature, elle est partout, y compris sur les emballages de bonbons. C'est-à-dire que vous achetez un carambar, il y a une blague dedans, il y a de la littérature quelque part. Et l'informatique aujourd'hui n'a pas atteint ce niveau-là. Il faut toujours approcher un appareil, se mettre en condition d'interaction. Et en fait, la question, c'est est-ce que la condition d'interaction du futur, c'est un casque et des manettes, ou est-ce que c'est justement quelque chose de plus ambiant, qui est toujours quelque part un peu là. Voilà. C'est des notions quasiment philosophiques de la manière dont on décide, comme le dirait Heidegger, d'être là ou d'être au monde. C'est comment est-ce qu'on va habiter le monde. Le monde va se dupliquer, il y aura un deuxième monde. C'est une certitude. Mais on a le choix en fait de la manière dont on va l'habiter, et c'est là qu'il faut être très très vigilant et pousser la réflexion le plus loin possible. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait trois visions dans le design. Donc il y a la simulation du réel, la simulation du réel. Ouais. Il y a quelque part le mot décorrélé avec World of Warcraft, etc. Et c'est quoi la troisième vision? C'est un peu la vision de Brett Victor. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait le classer plus facilement. Il y a une vision où on prend un objet du monde réel et on le métaphorise d'une manière ou d'une autre. Donc ça va être la métaphorisation du Macintosh, c'est je prends un dossier, j'en fais une icône. Il y a la vision de Ted Nelson qui est je vais représenter du texte de manière digitale, mais il n'a aucune des problématiques physiques qui lui sont attachées. C'est pour ça qu'il a inventé le terme d'hypertexte en fait. Parce que oui, c'est une simulation du texte, quelque part une métaphorisation, mais ce texte, il a des capacités magiques. Il peut être représenté dans plusieurs pages. Pour vous, aujourd'hui, demain, vous imprimez un texte, vous en imprimez 2 exemplaires, vous faites une correction sur le 3e, vous n'avez pas le choix, il faut en imprimer 2 autres. La beauté de la transclusion et de ce que propose Ted Nelson, dans cet univers-là, dans Xanadu, c'est que tous les documents en fait, vont se mettre à jour les uns les autres. Il propose de créer un univers, et en fait, ce n'est pas tellement une question de métaphorisation, c'est une question de modèle mental. Est-ce qu'on crée un modèle mental qui est analogue à celui qu'on connaît, parfois même en représentant des problèmes physiques? Est-ce qu'on
créer un modèle mental qui est complètement différent, mais qui est peut-être plus simple finalement à comprendre, parce que il suffit de l'apprendre, entre guillemets. Et puis il y a cette autre vision qui est celle de Brad Victor, qui est de dire on va réussir à créer un mix. Voilà. Donc en gros, il y a réalité virtuelle métaphorisée, réalité virtuelle conceptualisée, et il y a la troisième vision qui est un peu monde augmenté. Et tout ça va forcément converger à un moment. Par exemple, réalité virtuelle, réalité augmentée, il y a un terme qui est réalité mixée. Il n'est pas impossible d'imaginer qu'il y a des tendances qui vont converger au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Oui, pardon. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question, c'est par rapport à la vitesse. En fait, j'ai l'impression que toutes les innovations et tout ce qu'on a vu là ce soir, c'était dans l'optique d'aller plus vite, dans le partage des informations, des tâches et même de localisation. Et est-ce qu'aujourd'hui ça va être la même chose? On va essayer d'innover pour aller plus vite entre nous? Ou alors est-ce que peut-être il va y avoir un moment de stabilisation en disant on ne va pas tout faire? Comme c'est en fait, tout ça en plus dépend un petit peu de ce que permet le progrès technique. Pendant très longtemps, le progrès technique, le progrès de l'informatique a été calé sur la loi de Moore, qui présuppose très rapidement, très globalement, que tous les 18 mois, vous avez une puce qui fait 1 cm², il y a 1000 transistors dessus, elle coûte $100, et dans 18 mois, sur 1 cm² pour $100, vous aurez 2000 transistors. Donc l'idée, c'était qu'on double la puissance à peu près tous les 18 mois à coût égal. C'est ce qui a permis de passer d'un microprocesseur 8 bits à un microprocesseur 16 bits en gardant un prix à peu près constant pour les ordinateurs, avec évidemment à certains moments des pointes. Le Lisa coûtait $10 000, le Macintosh était beaucoup moins puissant mais qui représente à peu près les mêmes choses, coûtait $2 500. L'Atari ST qui sort à peu près au même moment et qui est encore moins cher coûte $1000. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le coût d'adoption de la machine est moins cher. Un Macintosh aujourd'hui, en dollars constants, ça coûterait plus de $10 000, si je ne dis pas de bêtises. Or, aujourd'hui, même si c'est très cher, pour 1 200 €, vous avez un super Mac. Vous avez un Mac portable avec 12 heures de batterie, du Wi-Fi, des trucs de fou. Donc le problème, c'est que le ralentissement, en général, n'est pas une option dans le monde technologique. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on ne réfléchit plus à la même échelle. Le slogan d'Apple dans les années 80, c'était One Person, One Computer, et même à un moment, c'était One Desk, One Computer. Un bureau, un ordinateur. Puis après, on a commencé à réfléchir à ce qu'on appelait les groupware. Ça a été la vision de... Je prends Apple parce que c'est une marque qui existe encore et qui n'a pas disparu, donc c'est assez facile de voir comment elle a évolué. C'est la vision du Macintosh Office. Donc c'est comment est-ce que déjà on crée un réseau avec 10 personnes en local qui partagent un disque dur, un serveur et une imprimante. Puis après, le web est arrivé. Donc là, il a fallu réfléchir à l'échelle du monde. Mais avec une communauté distribuée, il n'y avait pas encore d'idée de communauté interconnectée. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Le web 1.0, vous créez un forum, il y a une communauté qui se forme. Il n'y a pas cette idée que le forum A va parler au forum B via un outil intermédiaire. Et l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est ça. C'est comment est-ce que les communautés se mettent en relation. Et pour mettre en relation des dizaines de milliers d'individus qui sont intéressés par un projet commun, il va falloir inventer quelque chose. Parce que les métaphores qu'on utilise aujourd'hui sont arrivées au bout en fait, de leur validité. D'ailleurs, il y a des articles qui sont sortis, et je pense que vous êtes, pour certains d'entre vous comme ça, il y a des universités aux États-Unis qui s'inquiètent très fortement du fait qu'aujourd'hui, des étudiants en sciences sociales sont incapables de classer de l'information dans des dossiers sur un ordinateur. Parce que juste, ça ne fait pas de sens. Parce que c'est des gens qui aujourd'hui ont, je ne sais pas quel vous avez, mais qui ont entre 20 et 25 ans, et qui globalement ont grandi avec des iPhones et des choses comme ça. Et l'iPhone, il y a une notion de dossier, mais uniquement dans l'application qui a créé le document. Il n'y a pas du tout cette notion d'un endroit où on va tout ranger en fait. Et donc on en arrive un petit peu, et Jeff Raskin était quelqu'un de brillant et il avait probablement raison, à cette idée qu'il faudra des systèmes de recherche super puissants. Et à un moment, il faudra réussir à créer un pool, un bain de données géant dans lequel on arrivera à faire le tri. Voilà. Et pour certains, c'est le métavers, pour d'autres, c'est des graphes de réflexion. C'est probablement un mix de tout ça. Ouais. Je voulais revenir un peu sur la position d'Apple pour Internet. Ouais, on voyait un bâtiment pour quelque chose. Et en fait, ça m'a rappelé un peu la proposition de Facebook. Ouais. Justement pour la métavers. Est-ce que ça, vous pensez que ça a plus de potentiel ou est-ce que ça risque d'être un peu limité? Moi, je pense que alors, comment dire ça? Brad Victor, c'est quelqu'un qui a travaillé sur plein d'interfaces. Et il a aussi travaillé sur des interfaces un peu metaverse-like. Je ne sais pas si vous avez vu Minority Report. Voilà, Minority Report, c'est une interface absolument incroyable où on ne sait pas très bien comment elle fonctionne parce que c'est le film. Mais ce qu'il y a de très fort, c'est que pour que ça soit réel et que ça ait l'air vrai, l'interface elle a vraiment été conceptualisée et imaginée.
Et elle a été imaginée justement en 3D avec des réflexions de classement, par exemple, donc dans l'interface un peu réelle qui a donné lieu à Minority Report, qui est un peu une forme de, pas de métavers, parce que métavers c'est une notion d'avatar qui se meut dans un monde. Mais si on est un petit peu joueur, on peut imaginer que le curseur d'une souris, c'est une représentation de quelqu'un. C'est une manière de se mouvoir dans un monde virtuel. Figma, dont j'ai parlé, c'est un logiciel de design en multiplayer. Bah, chaque personne est représentée par son curseur. Donc jouons un peu aux idiots. Dans ce logiciel, il y avait cette idée qu'on allait classer l'information en 3D. Mais il n'y avait absolument pas d'idée que les livres étaient à la bibliothèque, par exemple. Moi, je pense que la vérité, c'est qu'on va se retrouver à un moment, et j'espère, enfin, c'est des systèmes qui sont assez chouettes, avec des systèmes qui représenteront un peu des constellations, où il sera possible de zoomer, de se déplacer, de voir les connexions. Mais le fait de créer des maisons, à part pour des choses bien spécifiques, de représenter un vrai monde, n'a pas d'intérêt. On ne va pas mieux travailler à un bureau virtuel. C'est très fallacieux de dire on va mettre un casque, on va s'asseoir à une table, elle a les mêmes dimensions. On peut afficher les mêmes documents, juste ils sont en 3D. Le seul avantage, c'est que vous êtes à New York et je vous dis viens t'asseoir en face de moi et vous pouvez le faire. Mais ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est le moment où on peut dire j'ai 1 milliard de fichiers, littéralement. Je vais les représenter, ils sont tous tagués par leur type, donc il y a des images, des écrits, des choses comme ça. Ils vont tous se ranger automatiquement dans un espace en 3D dans lequel je peux le déplacer et vous pouvez venir et on se déplace dedans. Il y aura une métaphorisation, c'est nécessaire, c'est la seule manière que ça fonctionne. Mais je pense encore une fois que Facebook, qui est quand même pas peuplé que d'idiots et dans lequel il y a quand même des chercheurs brillantissimes qui travaillent, pense que c'est une étape qui permet plusieurs choses. Ça permet une transition douce, parce que les gens reconnaissent des choses. Ça permet aussi de vendre plus d'appareils, parce que c'est quand même super chouette de se dire « Oh là là, je vais pouvoir voler dans un monde ». Il y a un aspect gamification qui est très fort. Je ne crois pas une seconde au fait que Facebook pense que ce sera le mode final d'interaction du métaverse. Je pense pas. Par contre, il y a des choses dont on n'a pas vues, mais qui sont très chouettes. Il est tout à fait possible, par exemple, pour l'être humain, il y a des barrières physiques qui font qu'il y a des endroits de la planète qu'on ne peut pas explorer. Parce que, par exemple, les fonds marins extrêmement profonds, c'est des choses qui sont à 12 000 mètres de profondeur. En tant qu'être humain, c'est pas sûr qu'on puisse aller les voir. Par contre, il est tout à fait possible qu'on arrive à y envoyer des machines qui mapperont tout ça et qui, en temps réel, recréeront, par exemple, je sais pas, la fosse des Mariannes en 3D dans une pièce dans laquelle on se déplacera pour analyser justement ce qui se trouve au fond, etc. C'est ça, en fait, la force du métavers. C'est d'aller plus loin. Et il y a autre chose, c'est qu'on aura toujours besoin quand même de pouvoir taper du texte, prendre des notes, etc. Voilà. Donc, globalement, il y a quand même plein d'espoir. Hein. C'est juste que c'est très très long de créer des métaphores solides. Mais ouais. Vous avez des références de lecture? Parce que c'est un peu Oui. conceptuel. Il y en a une notamment que je vous conseille qui s'appelle The Humane avec un E, Interface, écrit par Jeff Raskin en 2000. Donc Jeff Raskin, c'est le papa du Macintosh. Voilà, il s'est fait virer du projet par Steve Jobs pour raconter l'histoire très vite. Après, il est parti chez Canon, il a créé le 4. Et après, il a fait du consulting, en gros, en interaction. Et il a écrit en 2000 ce livre où il appelle justement à repenser toutes les métaphores. Voilà, pour que le monde virtuel puisse continuer à évoluer sur de bonnes bases. Donc ça, vraiment, de Humane Interface, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous êtes intéressé sur la manière dont on peut construire une interface proprement, il y a les Humane Interface Guidelines du Macintosh de 87, et c'est très... alors c'est très intéressant parce que c'est 3 ans après la sortie du premier Mac, et donc on en est encore à expliquer des choses basiques. Comment dessiner une fenêtre, comment montrer qu'elle est active, quel type de bouton, justement les métaphores de boutons, c'est ce genre de choses. Et sinon, The Design of Everything de Don Norman, c'est un peu bateau de dire ça, parce qu'en général, vous l'avez lu. Je vais réfléchir, je dirais à Paola, mais vraiment, The Humane Interface, c'est très très plaisant à lire. Sinon, sur le métaverse en lui-même, vous pouvez lire... comment il s'appelle? Alors, c'est un titre qui s'appelle Space Zoom World. Je vous retrouverai le nom, mais en gros, c'est The Day the Universe Will Fit in a Shoebox. Donc, le jour où l'univers tiendra dans une boîte à chaussures. Et c'est le premier livre dans lequel il y a un chercheur qui théorise cette idée, par exemple, que pour être sûr que les gens aillent voter, on va représenter une mairie, un petit peu comme New World ou comme Cryopolis, dans lesquels les gens peuvent aller, consulter les scores en temps réel, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Ce livre-là, dont le vrai titre m'échappe, mais vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez lire Computer Leap Dream Machine de Ted Nelson. Vous ne le trouverez probablement pas en physique. En 1974, Ted Nelson il s'enferme chez lui et il dit « je vais écrire un livre sur les ordinateurs ».
Et tout le monde se moque de lui parce que dans ce livre, à un moment, il dit un jour, nous écouterons de la musique sur nos ordinateurs. Et en fait, ce livre, c'est un Janus, donc il y a deux livres. Il y a un côté, c'est Computer Lib, qui est un manuel à l'adresse des débutants pour comprendre les ordinateurs. Et il dit You can and must understand computer now, parce qu'il avait compris et prédit qu'ils allaient devenir complètement omniprésents. Et dans Dream Machines, il fait de la prospective. Et il imagine justement le moment où il sera possible pour n'importe qui de générer de la 3D, de créer des programmes, etc. C'est un super livre parce que, en fait, il représente à la fois toute la folie quasi artistique de Ted Nelson et en même temps la puissance d'un esprit qui avait un peu tout compris avant tout le monde. Ça, Dream Machine, Computer Lib Dream Machine. Et Computer Lib Dream Machine, pour vous donner une idée, c'est le livre que tous les gens avaient sous le bras, chez Apple, chez Commodore, chez Atari, en tout cas souvent des jeunes chercheurs, quand ils ont dessiné les premiers ordinateurs. Voilà. Et on ne se rend pas compte, parce que c'est très étrange, mais du différentiel qui existait entre un chercheur comme Alan Kay, qui avait fini par rejoindre Apple, qui avait en 1972 sur son bureau un ordinateur connecté avec un réseau Ethernet à une imprimante laser, qui avait Smalltalk et tout, et Steve Jobs qui en 1976 crée l'Apple I, qui est le premier ordinateur personnel, et qui est quelque chose d'une puissance infinitésimale par rapport à ça. Et comment tout ça s'est rejoint en fait. Ça c'est pareil, c'est la démocratisation de ces inventions, c'est quelque chose d'assez facile. Donc ouais, Computer Lib Dream Machines, vachement bien. Et sinon, Literary Machines, mais compliqué à trouver aussi. Mais voilà, le problème c'est que souvent c'est des livres qui sont... Enfin, vous le trouverez en PDF. Je vous dirai pas où parce que je n'ai pas le droit. Sinon, vous pouvez l'acheter, mais on n'est pas toujours facile à trouver. Voilà. Merci à vous tous. Pardon. Ah non, désolé, non, parce que moi c'était une petite question pour la fonction Dwight. Pour quelle raison peut-être elle a été supprimée? Parce qu'elle avait quand même. Alors, ça, c'est une grande question, mais il y a un grand débat grammatical sur la manière dont on doit parler à un ordinateur et dont un ordinateur doit nous répondre. Okay. Un ordinateur. Do it, c'est le phrasé en fait, était le modèle mental était très compliqué pour les gens. C'est globalement pour ça. L'autre chose, c'est que les gens se sentaient parfois un peu insultés par la fonction. Il y a un article très drôle sur le site de Andy Hertzfeld, qui est un des créateurs du Macintosh, qui s'appelle folklore.org, où il raconte en fait comment ils ont créé le Macintosh, qui a donné lieu à un livre. Et il dit, à un moment, on l'a enlevé parce qu'il y a un monsieur qui a dit pourquoi est-ce que l'ordinateur me traite de do it ou de dolt, parce que les gens n'avaient pas à lire. Donc ils ont décidé qu'il fallait des fonctions plus littérales. Et en fait, c'est Jeff Raskin qui a inventé les menus tels qu'on les connaît aujourd'hui, en disant il faut vraiment un menu très simple. Il a renversé le paradigme grammatical. Il a dit fichier, donc on cherche un fichier, on veut ouvrir un fichier, et en fait on descend comme ça l'action plutôt que de l'appliquer comme ça dans le coup très fort. Mais il y a des systèmes où ça existe encore. Par exemple, quand on code, il y a des commandes run, des choses comme ça. Mais voilà, la beauté de Smalltalk, c'était vraiment le pouvoir de pouvoir faire stop et de dire je vais analyser comment l'environnement fonctionne et le modifier pour en faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, si jamais il y en a parmi vous qui font du développement ou qui essayent, en tout cas, qui s'essayent un peu à tout ça, Smalltalk existe encore, notamment dans deux logiciels, un qui s'appelle Faro, l'autre qui s'appelle Squeak. Et il y a aujourd'hui des chercheurs qui sont en train de réinventer un système à la Smalltalk qui s'appelle GTK pour Glamorous Toolkit. C'est assez impressionnant. Voilà. Ouais, dites-moi, pardon. Alors ça c'est assez intéressant. En fait, le web à la base est une plateforme décentralisée. C'est-à-dire que globalement chaque ordinateur pouvait être acteur du réseau et pas simplement un client qui demande. Le web a eu trois époques. Web 1, 1992-2004 à peu près. Web 2, 2004 aujourd'hui. Et Web 3 qui démarre à peu près en même temps que le Bitcoin, donc il y a toujours un peu des recouvrements. Donc le papier de théorisation du Bitcoin c'est 2008, vraiment l'usage de la monnaie tel qu'on le connaît aujourd'hui avec toutes ces réflexions autour du consensus sur la blockchain c'est 2014-2015. Et en fait l'idée c'est de dire le web était décentralisé, il a été centralisé pour des besoins de puissance que les machines n'avaient pas parce que c'était plus commode et ça a créé des business énormes et ça a aussi provoqué des problèmes vraiment lourds. Et le Web 3 va être décentralisé. Et le Web 3 c'est le web justement des blockchains, des crypto-monnaies, etc.
il est probable que, comme toujours, il y aura une synthèse. Aujourd'hui, la direction que ça prend, c'est que les plateformes ont quand même une force et un poids qui est difficile. C'est difficile de se leur présenter, de les faire bouger. Néanmoins, la croissance et la vitesse à laquelle les communautés autour du Web3, donc ce qu'on appelle les DAO, Decentralized Autonomous Organization, sont en train de se former et d'exister, est aussi vraiment étonnante. Et il est possible qu'elle l'emporte. Néanmoins, le métavers tel que Facebook le pense et conceptualise, aujourd'hui, le faire exister de manière décentralisée, ça va être compliqué. Parce qu'il y a quand même un moment où il faut rendre de la 3D, créer des avatars, les mettre en réseau, il y a des problèmes de latence, de conflit et tout. C'est possible, mais c'est pas pour tout de suite. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que le métaverse version Facebook existe sur des serveurs centraux comme en ont Netflix, comme en ont Google, comme en ont Facebook, Microsoft et tout. Et que parallèlement, il y a un univers un peu plus proche de ce que pensait Ted Nelson qui se déploie, avec de l'échange d'assets, donc des échanges de n'importe quel bien digital, dans des communautés organisées de manière complètement autonome, sans serveurs centraux. Voilà. Et que ça cohabite pendant 10 ans, le temps que l'un ou l'autre réussisse à absorber peut-être l'autre temps. Et c'est dur aujourd'hui de donner une réponse ferme parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des gens qui ont essayé d'acheter la Constitution des États-Unis il y a quelques semaines, En gros, il y avait un exemplaire de la Constitution des États-Unis à vendre, et il y a une communauté autonome qui s'est créée autour de ça. Il y a un mec qui a dit on va créer une communauté, tout le monde va acheter un token qui s'appelait le People, et avec ce token, on va lever de l'argent, en fait, on pourra acheter la Constitution, et la communauté pourra gouverner en fait cette Constitution physique ensemble. C'est-à-dire qu'elle pourra décider et voter dans quel musée elle est exposée, où est-ce qu'elle est prêtée, comment elle doit être conservée, etc. Et donc, en fait, c'est probablement pas du tout les mêmes cas d'usage. C'est-à-dire qu'il y a un moment métavers où ça va permettre justement de créer des expériences très très riches en termes de sens. C'est-à-dire que là, Facebook travaille même sur la représentation du toucher dans le métavers et on pense qu'on pourra simuler quasiment n'importe quoi. Mais de l'autre côté, les communautés autonomes vont permettre des types de gouvernance sur le web très très forts. Et même si elles n'ont pas de représentation sous forme de la. C'est un peu ça la réponse. C'est sujet à débat. Il y a plein de. Si vous regardez sur le web, il y a plein de gens. Vous pouvez regarder le site de Patty McCormick qui s'appelle Not Boring, qui est très intéressant sur tous ces sujets autour du Web 3, qui est vraiment un très bon analyste. Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, merci encore à tous. C'était un vrai plaisir de vous voir et puis bon courage pour la suite de votre année. Voilà.